Bonjour, dans la capsule aujourd'hui, on va parler de la réponse immunitaire spécifique ou de la réponse immunitaire acquise. Donc, si on veut faire un petit rappel là, sur ce qui a été vu sur la réponse immunitaire innée, donc c'est ce que vous voyez dans l'image de gauche. Donc, dans la capsule précédente, on a parlé des mastocytes, macrophages, cellules dendritiques, basophiles, éosinophiles, neutrophiles, des molécules du complément. Mais dans la capsule aujourd'hui, on va vraiment mettre l'emphase sur ce que l'on voit à droite, donc sur les lymphocytes B. Les lymphocytes B, gang, il faut que vous les associez à une protéine super importante. Les lymphocytes B produisent les anticorps. Donc, lymphocytes B ou cellules B, ce sont des cellules. Les anticorps, ce sont des protéines. Okay? Un anticorps, ce n'est pas une cellule, c'est vraiment une protéine qui a été produite par le lymphocyte B. Puis chaque anticorps va être spécifique, dans le fond, pour un antigène donné. Donc, vous pourriez avoir, par exemple, des cellules B qui produisent des anticorps contre le virus de la COVID, des lymphocytes B qui produisent des anticorps contre le virus du rhume, des lymphocytes B qui produisent des anticorps contre des bactéries de la pneumonie, peu importe. Okay? Mais chaque lymphocyte B et les anticorps qu'elle produit, okay, ou qu'il produit, chaque lymphocyte B, va être spécifique pour un antigène donné. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment aussi une distinction importante de la réponse acquise, c'est que les cellules sont spécifiques pour un antigène donné. Donc, lymphocyte B, production d'anticorps. Puis, on va avoir par la suite les cellules ou lymphocytes T, donc cellules T, lymphocytes T. Parmi les lymphocytes T, il y en a au moins trois types ou trois types principaux. On en voit deux sur l'image. Donc, les lymphocytes T CD4, qu'on appelle les cellules T auxiliaires. En anglais, ils les appellent les T-helper. Ces cellules-là sont à la base de la réponse immunitaire acquise. Donc, ce sont des cellules qui vont sonner l'alarme, qui vont éveiller le système immunitaire pour l'activer contre un micro-organisme donné. Les cellules T CD8, ce sont des cellules T cytotoxiques. Donc, elles vont être des cellules, dans le fond, qui vont tuer des cellules infectées. Donc, par exemple, vous avez une cellule infectée par le virus de la grippe, eh bien, il y a une cellule TCD8 qui va être spécifique pour tuer les cellules infectées par le virus de la grippe. Si vous êtes infecté par la COVID-19, il y a des cellules TCD8 qui vont être spécifiques pour tuer ces cellules-là. D'accord? Donc, encore une fois, spécifique. Et l'autre chose importante pour la réponse acquise, c'est le fait que les lymphocytes B et les lymphocytes T, ils vont, les lymphocytes, développer une mémoire immunitaire. Donc, lors d'un deuxième, troisième, quatrième contact avec le même micro-organisme, ces cellules-là, les cellules mémoire, donc qui ont été activées lors d'un premier contact, vont pouvoir se réactiver beaucoup plus rapidement, puis de façon beaucoup plus forte aussi. Donc, ça, c'est vraiment des choses importantes pour la réponse acquise. Puis j'ai oublié de dire, dans le fond, le troisième type de cellules T, là, vous avez aussi les cellules T qu'on dit régulatrices. Okay? Donc, les cellules T régulatrices, dans le fond, c'est un petit peu des cellules qui vont venir calmer le jeu, calmer la réponse immunitaire une fois que l'envahisseur a été vaincu, okay? Ou pour contrôler là, les excès qui pourraient se produire au niveau du système immunitaire. Clairement, lors des réactions allergiques, lors des réactions auto-immunes, on n'a peut-être pas autant de contrôle qu'on ne le souhaiterait, mais normalement, on a des cellules qui sont là pour ça. Donc, pour la réponse acquise ou adaptative, okay, je reviens encore, je réinsiste, okay, on a ce qu'on appelle l'immunité humorale. L'immunité humorale, dans le fond, ça fait référence aux protéines qui vont être libérées dans le sérum. Donc, dans ce cas-ci, les anticorps. Quand vous allez voir l'abréviation AC, c'est anticorps. Puis éventuellement, vous allez voir l'abréviation AG. Donc, quand vous allez voir ça, ça veut dire antigène. Donc, les anticorps sont des protéines produites et sécrétées par les lymphocytes B. Ces anticorps-là, par la suite, vont soit circuler dans notre sang, vont être envoyés, par exemple, dans la lumière de l'intestin pour aller bloquer des micro-organismes à cet endroit-là, ou dans nos larmes, etc. Donc, on va voir qu'il y a différents types d'anticorps, mais quand on parle d'une réponse impliquant les anticorps, on parle de la réponse humorale, tandis que la réponse dite cellulaire, c'est celle qui va impliquer les lymphocytes T, entre autres CD4 et CD8. Ces deux groupes-là, immunité humorale et cellulaire, ne travaillent pas indépendamment les uns des autres. Okay? Par exemple, les lymphocytes T CD4
vont aller co-stimuler les lymphocytes B pour les inciter à produire plus d'anticorps, okay? Ou à changer le type d'anticorps qu'ils vont produire. Mais ça, ce n'est pas le genre de détail là, qui va être important là, pour vous. Donc, allons-y. On va commencer par distinguer les 4 façons, okay, dont on peut obtenir ou développer une réponse acquise ou adaptative. Il y a 2 façons qui sont dites naturelles, 2 façons qui sont dites artificielles. Donc, on y va avec la première que l'on dit naturelle active. Dans la réponse acquise naturelle active, dans le fond, ce qui se produit, c'est simple, c'est lorsque vous êtes infecté. Donc, moi, je suis infecté par le virus de la grippe, eh bien, mon corps va réagir. Je vais produire des cellules B et T. Mes cellules B vont produire des anticorps contre ce virus-là. Mes lymphocytes T, CD8 vont attaquer mes cellules pulmonaires qui sont affectées par le virus. Donc, je vais produire naturellement une réponse et ma réponse va être active. Okay? En fait, le phénomène est naturel parce que c'est une infection naturelle. C'est le vrai virus qui est entré en moi. C'est plate, mais c'est naturel. Et ça va être actif parce que c'est mes cellules qui réagissent. Vous allez comprendre pourquoi ou c'est quoi la différence entre actif et passif. Donc, quand on dit maintenant pas une infection, mais que l'immunité acquise peut être développée naturellement et passive, bien ça, c'est quand vous étiez bébé. Okay? Donc, quand on dit que c'est naturel, donc c'est votre mère, okay, lorsque elle était enceinte de vous, elle vous a transmis via son placenta les anticorps qu'elle a produits elle-même. Donc, si votre mère a été infectée par un tel ou tel virus, elle a produit des anticorps pour se protéger elle, mais par la bande, elle va vous transférer, okay, ou elle vous a transféré via son placenta des anticorps. Donc, si vous regardez le graphique en bas à droite, donc vous avez la quantité d'anticorps qui est produite dans l'axe des Y. On est dans le temps en bas, dans l'axe des X. Donc, la première portion du graphique, c'est pendant que vous étiez dans le ventre de votre mère, donc pendant la grossesse. Donc, on voit, si vous regardez le trait rouge, les anticorps qui sont progressivement transférés de la mère au fœtus. Okay? Normalement, ça va être très positif, ce transfert-là, parce que quand l'enfant naît, il va avoir une certaine protection contre les micro-organismes qui se retrouvent dans l'environnement de la mère. Donc, c'est bien. Mais on va voir dans une capsule subséquente que parfois, ça peut être néfaste. Okay? Par exemple, si l'enfant n'a pas le même groupe sanguin que la mère et que l'enfant est le 2e, 3e, 4e enfant du couple, eh bien, ça se pourrait que la mère, lors d'une 2e, 3e grossesse, envoie des anticorps contre les globules rouges de son enfant et l'attaque. Okay? Ce qui peut causer plein de problèmes, de la jaunisse une fois que l'enfant est né, même jusqu'au décès, fausse couche, etc. Donc, ça peut être très grave. Mais je vais vous expliquer aussi qu'il y a des façons de contrôler ça. Mais bref, donc, la maman transfère des anticorps à son enfant, donc c'est naturel, c'est la beauté de la vie, mais c'est passif, parce que ce n'est pas l'enfant qui a produit ses propres anticorps. Une fois que l'enfant naît et que l'on a coupé le cordon, donc l'enfant ne reçoit plus les anticorps via le placenta, mais si l'enfant est nourri, okay, allaité par sa mère, la mère va lui transférer, dans ce cas-ci, des anticorps de type IgA, puis les IgA vont provenir, dans le fond, du lait maternel. Donc, par exemple, okay, si on compare un enfant qui est nourri par du lait en formule versus un enfant qui est nourri avec le lait maternel, les deux reçoivent tous les éléments nutritifs, vitamines, minéraux, protéines, etc., dont ils ont besoin. Okay? Les besoins physiologiques, okay, au niveau alimentaire sont comblés par les deux. Mais l'avantage majeur du lait maternel, c'est la protection en provenance des anticorps que la mère transmet à l'enfant. Okay? Puis il y a tout l'aspect aussi, là, on va dire, émotif, psychologique de la chose, l'espèce de lien d'attachement et tout. Ça, c'est important aussi, mais juste au niveau nutritif, puis disons, protection de l'enfant, le lait maternel va avoir son avantage. J'ai oublié de le mentionner aussi dans le transfert via le placenta, donc pendant la grossesse, ce sont des anticorps de type IgG qui sont transmis à l'enfant. Donc, ce n'est pas le même type d'anticorps. D'ailleurs, juste une parenthèse, j'en ai peut-être déjà parlé et j'en reparlerai dans le chapitre sur les vaccins, mais pendant la grossesse, okay, la maman pourrait, par exemple au Québec, recevoir un vaccin ou une dose de rappel du vaccin contre la coqueluche. Donc, en recevant elle-même, la mère, le vaccin,
elle va recommencer à produire des anticorps contre la coqueluche. Okay? La coqueluche ne sera pas dangereuse pour la maman rendue à son âge. Par contre, la coqueluche pour un jeune bébé, un bébé naissant, peut être dangereuse, peut être mortelle. Okay? Puis l'enfant ne peut pas recevoir le vaccin avant un certain âge. Donc, ce que l'on fait, on donne le vaccin à la mère. Via le placenta, elle va transférer des anticorps IgG anti-coqueluche au bébé. Et quand l'enfant naît, il va avoir déjà une certaine protection. C'est sûr que cette protection-là n'est pas éternelle. Okay? Si vous regardez les anticorps en provenance de la mère, une fois que l'enfant est né, là, encore une fois, le trait rouge à droite, ça chute très rapidement. Okay? Donc, mais c'est quand même plusieurs mois pendant lesquels l'enfant va être protégé. Il le sera d'autant plus s'il est allaité, mais bref, au moins ça va lui permettre d'atteindre un certain âge et d'atteindre les quelques mois pour qu'il reçoive lui-même le vaccin contre la coqueluche. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est une réponse naturelle passive parce que l'enfant reçoit des anticorps qu'il n'a pas lui-même fabriqués. Par la suite, artificiel actif. Artificiel actif, on est dedans présentement, donc dans des campagnes de vaccination. Donc, c'est artificiel, okay? Ce n'est pas le vrai micro-organisme qui vous infecte, donc c'est une action humaine. Par contre, okay, quand on parle de la vaccination, donc c'est actif parce qu'une fois qu'on vous a injecté le vaccin, que ce soit un virus atténué, un virus inactivé, seulement les protéines du virus, ou peut-être, comme on le voit avec le vaccin de Pfizer et celui de Moderna, des vaccins à ARN, donc on vous injecte le génome et vous fabriquez vous-même par la suite les protéines. Donc dans ce cas-ci, c'est actif parce que c'est vos cellules qui vont être activées. Lymphocytes B vont produire des anticorps, lymphocytes T, CD8 éventuellement vont pouvoir reconnaître le virus s'il infecte vos cellules. Donc c'est actif. C'est vous qui activez votre système immunitaire. Pour le dernier, artificiel passif. Donc là, ça c'est particulier. Ce qui va arriver, c'est qu'on va vous injecter des anticorps, mais des anticorps qui ont été produits soit chez un animal, en laboratoire, peu importe. Okay? Même présentement, on a fait des tests, justement, des anticorps anti-COVID, des anticorps qui sont produits dans des plantes. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi. Mais peu importe l'organisme vivant qui les produit pour vous, okay? L'idée, c'est qu'on produit des anticorps. Et si vous avez la malchance d'être infecté ou on croit que vous avez peut-être été infecté par un virus quelconque, par exemple, dans le cadre de votre métier, vous intervenez auprès d'une personne qui est blessée, il y a du sang, il y a des éclaboussures, je ne sais pas, moi, peut-être une perforation des poumons, puis la personne tousse, puis il y a du sang là, qui est projeté. Donc, vous pouvez vous protéger, oui, mais éventuellement, vous n'êtes pas, je peux dire, à l'abri d'un accident. Donc, vous en recevez au niveau des yeux, au niveau des muqueuses buccales, nasales, peu importe. OK? Donc, si malheureusement vous êtes infecté par le VIH ou l'hépatite, en fait, si on sait que le patient est peut-être porteur de ces infections-là, donc on pourrait vous administrer des anticorps, par exemple anti-VIH, des anticorps anti-hépatite. Donc, ces anticorps-là, ce n'est pas vous qui les avez faits. OK? C'est une injection passive, mais ces anticorps-là vont, on l'espère, aller bloquer les virus avant que les virus n'aient le temps d'entrer dans vos cellules et là, vraiment, de causer l'infection. Autre exemple, puis ça, je connais un de mes anciens étudiants qui a eu cette injection-là. Donc, c'est un étudiant en soins infirmiers lors d'un voyage humanitaire au Pérou. Donc, ils allaient à la ville d'Iquitos, dans le nord du pays, dans la forêt amazonienne. Tout le groupe, je ris parce que j'étais supposé d'accompagner le groupe, puis ça s'est tombé à l'eau pour diverses raisons, là. Mais on avait averti tout le monde. Okay? D'ailleurs, tout le monde devait recevoir les vaccins contre la rage avant de partir. Puis on avertissait aussi les gens idéalement de ne pas jouer avec les singes. Okay? Mais bon, il l'a fait, puis il a été graffiné ou mordu, je ne me rappelle plus lequel des deux. Donc, même s'il avait reçu le vaccin, il n'a pas pris de chance et il a reçu une autre dose de vaccin, mais aussi il a reçu des anticorps anti-rage, donc pour éviter que les virus de la rage n'atteignent ses cellules nerveuses et le rendent malade, parce que la rage, éventuellement, si on l'attrape, ça peut être très dangereux, ça peut être même mortel. Immunité humorale, donc, je l'ai expliqué, j'en reparle. Donc, ce sont les lymphocytes B qui sont des cellules qui permettent de produire des anticorps. Quand un lymphocyte B est produit, okay, au niveau, par exemple, de la moelle osseuse, donc, on va dire que c'est une cellule B immature. Mais lorsque la cellule B entre en contact avec l'antigène pour lequel elle a été conçue, on va dire comme ça, elle va se développer
elle va se multiplier aussi. Donc, il va y avoir, ça paraît paradoxal quand je dis elle va se multiplier, puis après ça, je veux dire elle se divise, là. Mais il va y avoir mitose, donc la cellule va en produire des centaines d'autres. Parmi les cellules qui seront produites lorsque la cellule B s'active, une certaine proportion vont devenir des plasmocytes. Les plasmocytes, là, c'est une grosse cellule B. Okay? Puis son rôle, là, ça va être de produire et de libérer des anticorps. Okay? Donc, normalement, les lymphocytes B, on va dire immatures, expriment des anticorps et ces anticorps-là sont dans la membrane de la cellule. Mais quand la cellule se développe et devient un plasmocyte, là, elle devient une espèce de tank. Okay? Donc, une machine de guerre. Okay? Et là, elle va produire et sécréter des anticorps. Anticorps qui vont être en circulation dans le sang ou sécrétés dans les muqueuses pour aller bloquer les micro-organismes. Donc ça, c'est vraiment important. Puis, une autre partie de lymphocytes B vont devenir des cellules B mémoire. Donc, ces cellules-là, on les met de côté en attente. Et si le même virus, la même bactérie, le même mycète revient plus tard, quelques semaines, quelques mois, peut-être même quelques années plus tard, ces cellules B-là vont pouvoir réagir plus vite et plus fort. Puis ça, c'est important, parce que lors d'un premier contact avec un micro-organisme, supposons moi j'attrape la COVID, c'est la première fois de ma vie que j'attrape ce virus-là, ça va prendre quelques semaines avant que mes lymphocytes B, par exemple, deviennent des plasmocytes et que je développe des cellules mémoire. Donc, ça peut prendre, on va dire, de 7 à 14 jours, en moyenne. Donc, on va dire 10-12 jours en moyenne. Donc, ça prend du temps et j'ai le temps d'avoir les symptômes. Maintenant, si j'entre en contact avec le même virus une deuxième, troisième, quatrième fois, mes cellules mémoire, ça ne leur prendra pas 10 jours pour s'activer. Elles vont le faire dans les premières 24 heures et à ce moment-là, je n'aurai même pas les symptômes de la maladie. Donc, la réponse est plus rapide et elle est plus forte. Donc, la quantité d'anticorps qui va être produite va augmenter de beaucoup. Je vais vous montrer un graphique un peu plus tard. Donc, la mémoire immunitaire, c'est très important. Pour les anticorps qui sont produits, donc ils ont plusieurs rôles. Je ne vais pas vous les énumérer ici parce que, regardez bien, c'est juste l'autre côté. Donc, vous pouvez compléter la ligne avec les rôles, la neutralisation, agglutination, précipitation, activation du complément, etc. Mais elles sont, où vous pouvez écrire juste voir diapo suivante. Puis les types d'anticorps, il y en a plusieurs. Il y a un alphabet d'anticorps. Donc, il y a ce qu'on appelle les IgA, les IgD, les IgE, les IgG, puis les IgM. Nous, on va vraiment étudier ces quatre-là. Pourquoi je néglige les IgD? C'est parce que leur rôle n'est pas parfaitement bien compris encore. Écoutez, IgD, le rôle n'était pas bien compris quand moi j'étais étudiant. 20 ans plus tard, on n'est même pas sûr encore. Donc, je vais m'en tenir aux quatre principaux. Donc, pour les rôles des anticorps, je l'explique. Vous voyez les images à droite aussi, mais si vous voulez vous rafraîchir la mémoire puis avoir plus d'explications, vous pouvez cliquer sur les liens, dans le fond, qui sont les liens hypertextes qui sont dans le document PowerPoint et vous allez pouvoir voir des vidéos qui vont expliquer le tout, peut-être différemment de ce que moi je fais, donc peut-être que ça pourra vous aider. Mais grosso modo, neutralisation, puis on le voit bien là, ici, dans le fond, c'est que les anticorps vont venir se fixer sur le micro-organisme. Donc, imaginez par exemple le virus de la COVID avec ses protéines spike. Les protéines spike, rappelez-vous, là, je vais reprendre mon super virus. Donc, les protéines spike, ce sont les clés qui permettent au virus de s'attacher sur une serrure et d'entrer dans la cellule. Donc, si cette protéine-là est importante pour entrer dans une cellule, bien imaginez si vous avez des anticorps qui viennent neutraliser ces protéines-là, le virus ne pourra plus entrer dans sa cellule cible, donc il va être neutralisé et par la suite, les macrophages vont reconnaître le tout et venir l'éliminer. Donc, c'est vrai pour des virus, c'est vrai pour des bactéries aussi. Rappelez-vous les bactéries de la coqueluche. Donc, bactéries avec les petits fimbriers. Donc, les fimbriers servent à la bactérie pour s'accrocher sur les cils respiratoires. Mais si j'ai des anticorps qui viennent neutraliser, puis le nom le dit, la bactérie, donc elle ne pourra plus s'accrocher, mes macrophages vont l'éliminer aussi et je n'aurai pas la coqueluche. Donc, neutralisation, on se colle sur la cible, puis on la neutralise, le nom le dit. Agglutination, sur l'image, l'exemple que vous voyez, là, c'est une agglutination de globules rouges.
Okay? Donc ça serait par exemple si, je ne sais pas, on vous fait une transfusion sanguine, ce n'est pas le bon groupe sanguin, mais là, ça, si ça arrive encore aujourd'hui, questionnez-vous sur la compétence du médecin ou de l'infirmière qui fait ça. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Mais l'agglutination, ça pourrait être aussi, par exemple, des bactéries. Donc, un même anticorps, par exemple, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un IgM. Puis un IgM, c'est un anticorps qui a une forme de pentamère. C'est comme 5 anticorps collés les uns aux autres. Donc, ces anticorps-là peuvent permettre de fixer plusieurs bactéries, plusieurs cellules en même temps. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait un gros réseau de cellules, de globules rouges. Puis, en bon français, ça fait un moton, et ce moton-là peut être phagocyté puis éliminé par les phagocytes. L'autre, c'est un peu le même principe, okay, la précipitation. Mais la précipitation, l'antigène, donc la cible de l'anticorps, elle va être dissoute. Donc, elle va être, par exemple, dissoute dans votre sérum. Imaginez là, du sel, okay, des petits grains de sel, vous les voyez dans votre main. Mais si vous les mettez dans un verre d'eau, le sel va être dissous. Mais les molécules de sodium et de chlore sont quand même présentes dans l'eau. C'est un peu le même principe, dans le fond, avec certains antigènes présents dans votre sérum. Ça pourrait être des toxines, par exemple. Donc, certaines protéines microbiennes, certaines toxines vont être dissoutes dans votre sérum. Ce qui va arriver, okay, c'est que lorsque des anticorps les détectent, parce que certains anticorps peuvent les détecter, ces molécules dissoutes-là, ils vont regrouper toutes les molécules dissoutes et ça va faire un précipité. Okay, je reprends mon exemple du sel. Si vous mettez du sel dans de l'eau, il se dissout. Mais si vous en mettez trop, qu'est-ce qui va arriver? Il y a du sel qui va précipiter. Okay? Donc, il y a une espèce de point d'équilibre qu'on atteint et il y a un précipité solide qui se forme. Donc, dans ce cas-ci, le précipité est formé d'anticorps et d'antigènes, donc de la toxine bactérienne par exemple, et les macrophages qui ne pouvaient pas reconnaître la toxine dissoute peuvent maintenant reconnaître le précipité parce que c'est maintenant solide et vont pouvoir le phagocyter et l'éliminer. Ensuite, on l'avait vu dans la capsule précédente là, sur le système immunitaire inné, donc l'activation du complément. Donc certains anticorps qui se fixent sur les bactéries. Je vous rappelle que le complément, c'est efficace contre les bactéries. Et les protéines du complément s'assemblent, forment des pores dans la paroi de la bactérie meurt. L'opsonisation, on a vu ça aussi dans la capsule précédente, donc sur l'activité des molécules du complément ou des protéines du complément. Donc l'opsonisation, dans le fond, c'est la propriété de rendre des bactéries, par exemple, plus appétissantes pour les phagocytes. Donc, les anticorps ou les molécules du complément se collent sur les bactéries. Les phagocytes peuvent les reconnaître plus facilement et vont les manger. L'ADCC, ou la Antibody Dependent Cell Mediated Cytotoxicity, donc, ou la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps, c'est que des anticorps se fixent sur une cellule et il y a une attaque par les cellules T ou les cellules NK. Donc, il y a quelque chose qui va se passer et la cellule va être tuée. Donc, ce sont différents types ou différents rôles, je devrais dire, des anticorps. Maintenant, s'il y a anticorps, c'est qu'il y a antigène. L'antigène, c'est la cible des anticorps. Donc, toute molécule qui peut être reconnue par le système immunitaire. Donc, on va parler souvent de ce qu'on appelle là, le non-soi, donc des protéines étrangères. Mais là, attention, dans certains cas, il y en a peut-être qui le savent, parce qu'il y en a peut-être qui en vivent des situations comme celle-là où leurs parents les vivent, des personnes que vous connaissez. Parfois, des antigènes même du soi peuvent devenir immunogènes. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a une maladie auto-immune, c'est que son système immunitaire s'attaque à elle-même. Donc, ça veut dire que son système immunitaire reconnaît une protéine qu'on dit du soi. Donc, moi, par exemple, j'ai mes protéines à moi, donc mes protéines du soi ou du moi, je vais le dire comme ça. Donc, mes protéines, normalement, mon système immunitaire ne devrait pas les reconnaître. Mais pour une raison ou pour une autre, suite à une réaction croisée suite à une infection, où mon système immunitaire tout simplement se détraque, on va le dire comme ça, bien, ça se pourrait que mon système immunitaire s'attaque à moi, attaque mon pancréas, je deviens diabétique, attaque ma glande thyroïde, puis là, je fais de la thyroïdite d'Hashimoto. On va voir ça dans une autre capsule. Mais bref, donc ça arrive parfois que notre système immunitaire s'attaque à nous-mêmes. Mais généralement, les anticorps vont reconnaître des molécules étrangères. Puis ces molécules-là sont
plus souvent des protéines et des grands polysaccharides. C'est rarement des lipides, parce que souvent les lipides vont être très similaires entre les espèces microbiennes et ce qu'on retrouve dans notre corps. Donc, attaquer des lipides, c'est moins évident. Donc, chaque anticorps va être spécifique à un antigène. Donc, on le voit un petit peu ici. Donc, vous avez l'espèce d'antigène de forme carrée. Donc, vous remarquerez la forme, ce que l'on appelle ici la région FAB. Ça, c'est les régions variables des anticorps. Puis ça, c'est la région constante ici. OK, c'est pas important, là. Mais la région ici va varier. Donc, cet anticorps-là peut reconnaître l'antigène qui a la bonne forme, mais ne reconnaîtrait pas les antigènes qui sont ici, okay, à part peut-être celui-là. Si on regarde ici, l'anticorps qui est là, avec une région FAB, on va dire un petit peu plus d'une forme triangulaire, donc peut reconnaître cet antigène-ci, mais pas les deux autres. Puis même principe ici, là, je peux reconnaître les antigènes qui sont là. Ce que je veux qu'on sache aussi, ça c'est important, okay, parce que souvent on pense un micro-organisme égale un antigène. Non. Okay, un même micro-organisme, une même bactérie peut avoir 10 antigènes, 20 antigènes différents. D'accord? Une même protéine peut avoir des antigènes différents dans sa structure. Donc, les anticorps vont être vraiment très spécifiques. Donc, notre système immunitaire, lorsqu'il est envahi par une bactérie, par exemple, bien, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs cellules B, plusieurs cellules T qui vont reconnaître des antigènes différents. Donc, on va attaquer cette bactérie-là sous différents angles. Donc, des antigènes, là, il y en a beaucoup. Maintenant, la notion d'aptène. Okay? Un aptène, c'est une molécule étrangère qui a une très petite taille. Okay? Et qui, normalement, d'elle-même, cette molécule-là, ne serait pas immunogène. Donc, elle ne devrait pas être reconnue par notre système immunitaire parce qu'elle est comme trop petite. Okay? Donc, imaginez, là, votre système immunitaire, c'est comme une armée, puis l'aptène serait, je ne sais pas moi, une fourmi par terre. Pas sûr qu'on va détecter la fourmi, elle va passer tout droit. D'accord? Mais il y a un problème. Okay? Si cette molécule-là, donc si l'aptène, par exemple, qui est ici, se fixe sur une molécule plus grosse, donc sur une protéine, par exemple, dans votre sang à vous, eh bien là, l'ensemble des deux peut devenir immunogène. Okay? Je m'explique avec un exemple très simple, puis c'est connu, il y en a peut-être même dans la classe qui sont allergiques à la pénicilline. La pénicilline, donc le médicament, l'antibiotique pénicilline comme tel, la molécule chimique de la pénicilline, c'est une molécule relativement petite. Donc, normalement, notre système immunitaire ne devrait pas la reconnaître comme étant étrangère parce qu'elle passe inaperçue. C'est bon pour nous parce que normalement, la pénicilline va aller tuer les bactéries, va nous laisser tranquilles, puis on est en business. Mais pour certaines personnes, okay, supposons que vous avez la pénicilline, c'est cette petite molécule-là, bien, ce qui va arriver, c'est que si vous avez une protéine plus grosse dans votre sang, okay, ça se pourrait que la pénicilline se colle dessus et que là, l'ensemble de tout ça soit reconnu par des anticorps. Donc là, la pénicilline devient immunogène et il peut se produire des allergies. Et c'est ce qui est arrivé à mon garçon. Okay? Mon plus vieux, qui a maintenant 14 ans, là, donc ils n'ont vraiment pas de problème maintenant, il va très bien. Mais regardez, okay, sur les photos qu'il y a là, il devait avoir, je dirais peut-être un an et demi. Je ne me rappelle pas, je suis un père indigne. Okay? Mais ce qui est arrivé, donc Jonathan a eu une infection, probablement une de ses nombreuses gardes de rite, sans vouloir mettre la faute sur les services de garde comme tel, mais il y en a attrapé souvent des infections là-bas. Donc, infection pour Jonathan, on lui donne un antibiotique à base de pénicilline. Après, je pense que c'était une journée et demie, okay? En fait, le lendemain des premières doses, Jonathan commence à faire des plaques comme celle-là. Donc déjà, on se pose des questions sur ce qui se passe. On appelle le médecin, puis le médecin nous conseille d'arrêter la prise de l'antibiotique, donc après 2 doses, on va le dire comme ça, et de retourner à la pharmacie. Il nous a donné un autre type d'antibiotique qui n'était pas une pénicilline. Donc ça, c'est après, la photo de gauche, c'est une journée ou 2, mais dans les journées qui ont suivi, les plaques ont continué à apparaître. Puis là, je vous rassure dans un sens, là, Jonathan avait connaissance de rien. Ce n'était pas des plaques qui le rendaient misérable, ça ne causait pas de démangeaison. Lui, sa vie n'avait absolument rien changé. Okay? Tout ce qui a changé dans sa vie, c'est le regard des personnes qui nous croisaient dans la rue quand ils voyaient notre enfant avec ça. Là, plusieurs pensaient que notre enfant avait une maladie
importante, contagieuse quelconque. Il y avait une infection bactérienne, donc techniquement, oui, il y avait une infection, mais les répercussions sur sa peau n'étaient pas dues à l'infection, mais bien à la réaction à l'antibiotique. On a quand même été chanceux, somme toute, on s'entend là-dessus. Une réaction à un antibiotique comme celui-là, ça peut parfois causer des chocs anaphylactiques, donc ça aurait pu bloquer les voies respiratoires. Là, on n'avait pas d'épipène à l'époque parce qu'on ne savait même pas qu'il avait cette condition-là. Donc, ça aurait pu être dramatique, ça aurait pu être très grave. Somme toute, on s'en est bien tiré. Plus tard, puis là je parle plusieurs années plus tard, je pense à 5-6 ans, Jonathan est allé chez un pédiatre et on lui a fait faire des tests d'allergie. Donc, une espèce de petit test là, où on pique la peau, puis dans le fond, on injecte une petite quantité de l'allergène, puis on regarde si ça fait de l'inflammation. Okay? On appelle ça le prick test. Puis Jonathan, étrangement, puis heureusement, ne réagissait pas. Donc, le médecin a voulu vérifier si Jonathan, dans le fond, avait développé une espèce de tolérance et qu'il n'avait plus cette réponse immunitaire-là envers la pénicilline. Donc, test cutané négatif, c'était déjà un bon point. Il nous a envoyés à l'hôpital où il a dû boire, je ne me souviens plus combien de cc d'antibiotiques à base de pénicilline pour voir si effectivement il n'avait plus d'allergie. Donc, on est allé à l'hôpital, il a bu son antibiotique et je vous jure que pour moi, ça a été un 15 minutes assez épouvantable parce que bon, tu regardes ton enfant et tu te demandes est-ce qu'il va se mettre à étouffer. Oui, je suis à l'hôpital, donc je suis entre de bonnes mains puis je sais qu'on va pouvoir réagir rapidement, mais ça demeure un stress quand même. On a bien beau être microbiologiste puis avoir des connaissances dans le domaine, quand c'est ton enfant puis tu ne sais pas s'il va avoir un problème, ben c'est stressant. Donc, on lui fait boire ça. Jonathan ne voit absolument rien aller. Lui, il joue sur mon téléphone. Je ne me souviens plus quel jeu. C'était peut-être Angry Birds dans le temps. Ça fait quand même 8-10 ans de ça. Peu importe. Puis, il est correct. Donc, pour l'instant, bon, en fait, on n'a jamais réessayé de la pénicilline. De un, parce qu'il n'a pas nécessairement été vraiment malade ou a eu d'autres infections par la suite. Sûrement, si on avait le choix, on lui donnerait un autre type d'antibiotique juste pour ne pas prendre de chance. Mais s'il s'avérait qu'il avait besoin d'une pénicilline ou qu'une pénicilline était le seul remède disponible, mais on aurait peut-être un petit peu plus confiance maintenant parce qu'il a fait un test et il n'a eu aucune réaction. Mais à l'époque, Jonathan a réagi à la pénicilline. Donc, dans le fond, il y a un aptène, la pénicilline, qui s'est fixé sur des protéines dans son sang. Le tout est devenu immunogène et il a réagi à ce médicament-là. Puis aussi, c'était peut-être aussi un deuxième contact avec la pénicilline. Donc, il y a peut-être eu une première réaction, on va dire, moins visible, puis il y a eu cette réaction-là par la suite. Mais là, il faudrait que je vérifie, là. Mais peu importe, il a fallu qu'on fasse attention par la suite. Les types d'anticorps maintenant. Donc, les IgG. Les IgG, là, c'est les anticorps que vos cellules, dans le fond, produisent le plus. Et ce sont les anticorps qui sont le plus sécrétés dans le sang. Puis lors de la réponse secondaire, donc lors d'un deuxième, troisième, quatrième contact, on produit beaucoup d'IgG. Les IgG, donc en plus de faire partie de votre sang en grande quantité, c'est ceux qui sont transmis de la mère au fœtus. Okay? Donc, quand vous êtes encore dans le ventre de votre maman, lorsque l'enfant naît et est allaité, c'est un autre type d'anticorps. Mais transfert par le placenta, IgG. Et ce sont des anticorps aussi qui servent à activer la voie classique du complément. L'IgG a aussi l'espèce de forme classique d'anticorps en forme un peu de Y. C'est vraiment la structure de la protéine de base. Les IgM, eux, vont avoir une forme de pentamère, vont être prédominants dans la réponse primaire. Puis pourquoi ils vont être prédominants dans la réponse primaire? C'est que ce sont ces anticorps-là que l'on retrouve à la surface des lymphocytes B immatures. Donc, c'est ce qui rentre en contact avec l'antigène en premier lieu. Puis c'est pas fou d'avoir ça pour une cellule immature parce que ça lui confère une dizaine de sites de liaison. Donc, dans le fond, la cellule B peut capter plein d'antigènes et ça va lui permettre d'être activée plus rapidement. En fait, pour être activée, une cellule B, elle doit entrer en contact avec l'antigène. Ça, c'est le premier signal. Mais le deuxième signal d'activation, c'est d'être en contact avec une cellule T. Donc, il y a une co-stimulation par la cellule T. Je vais y revenir. Anticorps IgA. IgA, j'ai déjà fait le parallèle, mais je le répète. IgA, c'est un anticorps qui est sécrété au niveau du tube digestif, dans la salive. C'est un anticorps qui est sécrété dans le lait maternel. Donc, tout ce qui a attrait un peu à la bouffe, associez-le à IgA. Système digestif, lait maternel, IgA. Puis IgA, pour nous, c'est au Québec
une épicerie. Donc, les épiceries IGA. Donc, pensez nourriture, pensez IGA. L'IGA va avoir une forme de dimère. Donc, on le voit sur l'image ici. Donc, deux anticorps qui sont liés les uns aux autres. Ces anticorps-là, comme je l'ai dit, vont être sécrétés au niveau du tube digestif, donc pour aller neutraliser, par exemple, des bactéries qui s'y trouveraient, des bactéries qui se trouveraient dans la bouche, et aussi pour protéger l'enfant par le lait maternel, donc ça lui confère une protection supplémentaire. Les IgE, forme typique de l'anticorps, donc le fameux Y, mais les IgE, on en retrouve une très, très petite quantité. Ce n'est pas l'anticorps qu'on produit le plus. C'est un anticorps que l'on produit surtout suite à des infections par des parasites, par des vers, entre autres. Donc, comme on a moins souvent d'infections par des vers que par des virus ou des bactéries ici au Canada, on produit moins d'IgE. Si vous êtes infecté par un ver ou si vous vivez dans un endroit où il y en a un petit peu plus, donc par exemple, l'eau n'est peut-être pas filtrée correctement, la nourriture est peut-être un petit peu plus contaminée, peu importe la raison, vous allez avoir plus d'anticorps IgE dans votre sang. Puis d'ailleurs, si on peut faire une quantification des IgE dans le sang, si vous en avez une trop grande quantité, ça peut être signe qu'il y a quelque chose qui se passe, que vous avez une infection ou que vous avez un sérieux problème d'allergie. Puis là, ça me fait sourire cette image-là parce que je l'ai trouvée en allemand puis je l'ai gardée parce que je la trouve cool. Donc, si vous vous faites, par exemple, piquer par une abeille puis vous êtes allergique, donc l'allergène, c'est le venin d'abeille, vos Bidzelle, ou Zelle, je ne sais plus comment on dit le Z en allemand. Donc, les cellules B vont produire des anticorps de type IgE. Les IgE captent l'allergène. Les mastocytes réagissent. Donc, on le voit ici. Là. Vous avez plein d'allergènes qui sont captés par les IgE. Les IgE sont à leur tour captés par le mastocyte, puis le mastocyte libère de l'histamine. En français, on va rajouter un petit E. Puis voilà, vous avez les réactions allergiques avec l'inflammation, les yeux qui piquent, qui coulent, le nez, on éternue, nez bouché, etc. Donc, tous les symptômes sont dus à ça, aux IgE. Même principe ici, on voit ce qui va se produire là, suite à la réponse par un mastocyte. Donc, vous avez l'allergène qui est là, capté par un anticorps, même chose. Mais au moins, cette image-là, elle est en français. Les anticorps monoclonaux, je vous en glisse un mot. Ce sont des anticorps que l'on produit en laboratoire. On en fait en biotech en 3e année. Si ça vous intéresse, vous pourrez venir faire un tour au laboratoire. Je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. Mais en gros, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on administre, par exemple, à des souris des antigènes donnés. La souris va produire des anticorps, ou en fait va produire des cellules B qui elles-mêmes produisent des anticorps contre l'allergène d'intérêt. On va faire une fusion, plus c'est spécial, là, mais on va faire une fusion entre des lymphocytes B de souris qui produisent l'anticorps d'intérêt et des cellules tumorales. Ces combinaisons-là vont donner ce qu'on appelle des hybridomes. Donc, une cellule hybride, un mélange entre un lymphocyte B et une cellule myélomateuse. Pourquoi on veut les deux? C'est parce que les cellules tumorales, paradoxalement, une cellule tumorale, c'est une cellule qui est immortelle. Elle peut se diviser sans arrêt. Puis le lymphocyte B a la capacité de produire l'anticorps que je veux. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on veut l'immortalité d'une cellule et la production d'anticorps. Donc, quand on a la bonne combinaison, on va avoir les bons anticorps qui seront produits. On fait se reproduire ces lymphocytes B-là et on récupère, on purifie les anticorps qui en résultent. Et ces anticorps-là, on dit qu'ils sont monoclonaux parce qu'ils ont une seule cible précise. Et là, on peut en faire plein de choses. Il y a plein de tests diagnostiques qui utilisent les anticorps monoclonaux. On utilise des tests comme ceux-là pour détecter la COVID. On fait de la recherche du marquage cellulaire. L'image que vous voyez en bas à droite, c'est une image qui a été prise suite à une expérience, encore une fois, en biotech 3e année. Donc, on voit des cellules, ce sont des fibroblastes de hamster, mais peu importe. Donc, on avait des anticorps monoclonaux qui reconnaissaient le cytosquelette de ces cellules-là. Les anticorps étaient aussi marqués avec un fluorochrome. Donc, on voit dans le fond tout le cytosquelette de la cellule. Tout ça grâce à des anticorps monoclonaux. Mais il y a d'autres trucs qu'on peut faire avec des anticorps monoclonaux, donc des tests de détection de maladies. Donc, le COVID, chlamydia, streptocoque, les tests de grossesse.
Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, les tests de grossesse. Je vous fais un dessin. Donc, pour un test de grossesse, OK, imaginons, là, on a le test qui est ici. Donc, on a une bandelette. Qu'est-ce qu'on veut détecter? OK, quand on fait un test de grossesse, donc quand une femme veut faire un test de grossesse, elle va devoir uriner sur une petite bandelette. Mais qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la présence d'une hormone, okay? La HCG. Donc, cette hormone-là va être produite chez la femme lorsqu'elle est enceinte. Qu'est-ce qui arrive? Okay? C'est que cette hormone-là, on va dire par exemple que c'est des petits carrés comme ça. Okay? Clairement pas visible à l'œil nu là, dans l'urine de la femme. Sur mon test de grossesse, okay? Donc, par exemple, l'urine va aller sur la bandelette, l'urine va migrer dans ce sens-là. Qu'est-ce qui va arriver? Okay? Ou qu'est-ce qu'on a fait avant? Sur la bandelette, okay? Avant, on a placé plein d'anticorps qui sont spécifiques pour la protéine qui est là. Donc, par exemple, on a la HCG et les anticorps d'intérêt ont la capacité de reconnaître, donc de se fixer sur cet antigène-là. Donc, la dame urine sur la bandelette. L'urine migre sur la bandelette. Ce qui va apparaître, okay, automatiquement, quand il y a de l'urine qui circule, on va avoir une bande comme ça. Puis la bande va nous faire un moins. Donc, s'il y a juste de l'urine qui passe et qu'il n'y a pas de protéine HCG, ça va faire un moins. Donc, ça vous donne l'impression, pas l'impression, mais ça vous confirme que le test est négatif. Par contre, si les antigènes se fixent sur les anticorps, là, ça va faire un précipité. Et ce précipité-là, ça va provoquer une bande de couleur dans ce sens-là. Et là, ça vous fait un beau plus. Okay? Vous avez même déjà vu un bonhomme sourire, mais ça, je trouve que c'est un peu élevé. Donc, le plus. Okay? Ou des fois, ça va être deux bandes, une à côté de l'autre, peu importe. Okay? Donc, vous avez deux bandes. Si vous avez deux bandes, c'est un test positif. Puis s'il y a juste une des deux bandes, c'est un test négatif. Mais peu importe. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'il y a des anticorps monoclonaux sur le test de grossesse. Et à ce moment-là, on va détecter l'hormone comme ça. Donc, d'autres choses qu'on peut faire, le traitement prophylaxie, je vais en reparler dans une autre capsule aussi, mais pour les femmes qui sont enceintes et, par exemple, une femme qui a un groupe sanguin différent de celui de son conjoint, par exemple, une femme qui a un rhésus moins, le conjoint a un rhésus positif. Donc, si l'enfant qui est créé par ce couple-là a lui aussi le facteur rhésus positif, la maman pourrait l'attaquer parce qu'elle va détecter la protéine sanguine comme étant différente des siennes, comme si c'était une molécule étrangère, puis elle va l'attaquer. En fait, ça va être vrai surtout pour la deuxième, troisième grossesse. Lors de la première grossesse, la maman n'a pas encore été en contact avec le sang de l'enfant, mais lors de l'accouchement, elle pourrait être en contact. Donc, ce que l'on va administrer, c'est ce qu'on appelle le Winro, je vais y revenir. Mais le Winro, dans le fond, ce sont des anticorps monoclonaux qui ont été modifiés un petit peu et qui vont venir masquer les globules rouges Rhésus plus de l'enfant. Donc, la mère ne pourra pas les reconnaître et ne pourra pas développer de cellules mémoire contre cette protéine-là. Bref. Anticorps monoclonaux, traitement du cancer. Oups. Donc, traitement du cancer. Donc, par exemple, on aurait des anticorps spécifiques pour une protéine retrouvée sur une cellule tumorale. On collerait un petit médicament ou une molécule dangereuse pour ces cellules-là. Donc, les anticorps se fixent sur la cellule tumorale, amènent avec eux le médicament qui est amené directement sur la cellule, puis la cellule va mourir comme ça. Puis bon, traitement de maladies infectieuses, grippe, COVID, on a vu, Donald Trump a reçu des anticorps monoclonaux anti-COVID lorsqu'il a été lui-même infecté. Donc, c'est des traitements possibles. Puis dans le fond, anticorps monoclonaux, tantôt quand je vous parlais de la réponse artificielle passive, donc entre autres là, les anticorps que vous pourriez recevoir, par exemple, contre le VIH, contre les hépatites, ou comme mon étudiant, là, recevoir des anticorps contre la rage, ce sont aussi des anticorps monoclonaux. Donc l'image que vous avez ici, c'est le même principe. Donc le test de grossesse, pardon, donc on aurait des anticorps qui sont là-dedans. Le test ici, c'est pour une infection par les streptocoques. Anecdote là-dessus. À un moment donné, j'avais vraiment un gros mal de gorge. Puis on a ce test-là au cégep. Fait que je me suis auto-fait le test. Donc on récupère un peu de salive.
On met la petite bandette que vous voyez ici. Là. Je la fais tremper dans ma salive avec quelques produits. Puis, quelques minutes plus tard, moi j'ai eu ce résultat-là, donc j'avais les 2 bandes, test positif. Je suis allé voir mon médecin et je dis, regarde, je te confirme que j'ai une infection bactérienne. J'ai besoin d'antibiotiques. Bingo. C'était merveilleux. Maintenant, l'immunité cellulaire, donc les lymphocytes T et cellules T, CD4 et CD8. Cellules T, CD4, leur job, c'est de sonner l'alarme. S'il y a quelque chose qui se passe dans votre corps, elles vont en être informées par les macrophages. Je vais vous montrer comment ça se passe dans quelques instants. Donc, elles vont recevoir un message, elles vont recevoir l'information qu'il y a un problème dans le corps et elles vont stimuler les lymphocytes B, les lymphocytes T, CD8 et tout ce beau monde-là va s'activer. Donc, les lymphocytes T, CD4, si on ne les a pas, notre système immunitaire plante. Puis la preuve qu'on a de ça, c'est que le VIH, donc le virus qui cause le sida, s'attaque aux cellules T, CD4. Donc, en les attaquant et en les détruisant, le système immunitaire plante. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Bien, on a plein d'autres infections qui peuvent rendre le patient malade, plein de cancers qui vont arriver aussi et qui peuvent finalement tuer le patient. Donc, ce n'est pas le virus comme tel qui tue le patient, mais en détruisant son système immunitaire, bien, d'autres infections peuvent arriver. Cellules T, CD8, c'est des cellules tueuses. Donc, elles vont reconnaître des cellules qui sont infectées ou des cellules tumorales et elles vont les détruire. Ensuite, les T suppresseurs ou les cellules T régulatrices, j'en ai parlé un petit peu tantôt, donc elles sont là pour tempérer le jeu et calmer la réponse. Cellules T cytotoxiques, donc dans ce cas-ci, on parle des cellules T CD8 ou aussi les cellules NK de la réponse innée, elles peuvent tuer leurs cellules cibles de 3 façons différentes. D'ailleurs, par exemple, on le voit ici, là, ça ici, c'est la cellule T CD8, puis ça, par exemple, ça serait une cellule tumorale. Donc, la cellule T peut aller très près de la cellule cible, donc contact direct. Et ce qu'elle va provoquer, c'est l'apoptose. Donc, la cellule T CD8 se rapproche de la cellule cible et va envoyer des messages par certaines protéines par lesquelles les 2 cellules sont entrées en contact. Et elle va induire un message d'apoptose dans la cellule cible. Puis l'apoptose, c'est quoi? Je pense que je l'ai écrit plus tard. Oui, c'est la mort cellulaire. Donc, vous avez tout ce qu'on voit sur l'image à droite, c'est ce qui arrive dans la cellule cible. Mais imaginez que vous avez, par exemple, la cellule T, on voit juste un petit bout ici. Donc, la cellule T CD8 ici, elle entre en contact avec certaines protéines de la cellule cible. Et elle lui envoie un message. Et là, tout ce que vous voyez là, donc, là, je vous garantis que vous n'allez pas apprendre tout ça. Là. Donc, cette cascade enzymatique-là, c'est tout ce qui se passe dans la cellule et ça entraîne la destruction ultimement de l'ADN. Donc, ici. Donc, le message se rend jusqu'au noyau, l'ADN va être détruit et la cellule va mourir. Donc, l'apoptose, dans le fond, c'est un message qu'une cellule peut envoyer pour dire à la cellule cible qu'elle doit se laisser mourir. L'apoptose, ça peut être une réponse à une infection. Donc, la cellule CD8 dit à la cellule infectée de se laisser mourir. Mais ça peut aussi être des phénomènes naturels, comme par exemple, quand on est formé au niveau de l'utérus de notre mère, on a les doigts palmés, les doigts et les orteils palmés, tous les êtres humains. Mais par un processus d'apoptose, éventuellement, les cellules qui sont entre nos doigts disparaissent. Si l'apoptose ne fonctionne pas chez quelqu'un, l'enfant va naître avec les doigts et les orteils palmés. À ce moment-là, de façon chirurgicale, on pourra réparer, disons, le tout. Mais normalement, c'est un phénomène d'apoptose qui se produit. Donc, les cellules dont on n'a plus besoin sont éliminées. Je reviens sur la cytotoxicité. Donc, contact direct. La cellule T CD8 peut aussi envoyer des cytokines. Donc, ça, c'est un message à distance. Donc, on envoie un message chimique. On envoie de l'information à la cellule cible pour lui dire de se laisser mourir. Le résultat est le même. Le troisième, donc les 2 premiers ici, c'est vraiment une apoptose. C'est la cellule qui se laisse mourir suite au message qu'elle reçoit. Donc, soit un contact direct ou cytokine. Mais le troisième, là, c'est vraiment une attaque. C'est vraiment la cellule T CD8 qui lance des missiles, attaque physiquement la cellule. Donc, elle va lui lancer ce qu'on appelle des perforines et des granzymes. D'après vous, quel sera le rôle des perforines libérées par les cellules T CD8?
Okay? On s'entend que juste perforine, perforé. Donc, ce sont des protéines qui vont faire un trou dans la cellule cible. Et la deuxième protéine, donc l'agranzyme, va entrer dans la cellule et va aller foutre le bordel, va aller détruire ce qu'il y a à détruire et la cellule va mourir comme ça. Okay? Là, ça a l'air cruel comme ça. On se dit, crème, on tue nos propres cellules. Okay? On a une cellule infectée par un virus, pourquoi on n'essaye pas de la guérir? Une fois qu'une cellule est infectée par un virus, c'est fini. Okay? Son seul, dans le fond, ce qui lui reste à vivre, c'est de finir tué par le virus ou d'être tué par la cellule T CD8. Pourquoi c'est mieux que ce soit la cellule T CD8 qui la tue? C'est parce qu'on préfère tuer la cellule avant qu'elle n'ait le temps de produire des bébés virus qui eux-mêmes seront peut-être projetés et iront infecter un autre patient ou pourront infecter d'autres cellules chez le même patient puis peut-être causer des dommages qui pourraient entraîner la mort. Donc, c'est mieux que nos cellules tuent les cellules infectées avant que nos propres cellules infectées servent à produire plein de virus. Sélection clonale maintenant. Okay? Encore une fois, je vous fais un petit dessin. Donc, sélection clonale, imaginons 3 cellules B. Donc, j'ai 3 lymphocytes B. Une qui a des anticorps comme cela, une qui a des anticorps comme ça, puis une qui a des anticorps comme ça. Donc, j'ai produit ces cellules-là dans ma moelle osseuse. Puis là, il faut que ce soit clair aussi, les lymphocytes B et les lymphocytes T, on les produit avec des anticorps ou des récepteurs différents sans savoir qu'est-ce qui va nous infecter. Okay? Donc, je n'ai pas produit ces 3 lymphocytes B-là en fonction de ce qui m'a infecté. Non, je les produis au hasard. Donc, je produis des milliers de cellules B différentes chaque jour qui ont chacune des formes d'anticorps différents. Et, par exemple, supposons aujourd'hui, j'ai produit dans ma moelle osseuse ces 3 cellules B-là. Et par hasard, il y a une bactérie qui est rentrée dans mon corps et à sa surface, elle a ces antigènes-là. Donc, d'après vous, est-ce que ce serait le lymphocyte B1, 2 ou 3 qui attaquerait cette bactérie-là? Je sais que mes dessins ne sont pas parfaits, mais forcez-vous un peu. Les chances sont que c'est celle-là qui va attaquer. Pourquoi? Parce que les anticorps qui sont ici ont la bonne forme. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Ce lymphocyte B-là subit ce qu'on appelle la sélection clonale. Donc, il y a une partie des lymphocytes B provenant de cette cellule initiale-là qui vont devenir des plasmocytes. Donc, les plasmocytes vont produire plein d'anticorps avec la même forme. Donc, ils vont pouvoir aller neutraliser les mêmes bactéries. Okay? Donc, mes plasmocytes font ça. Puis leur action, elle est immédiate. Bien, immédiate, ça prend quelques jours, là, mais ça va se faire lors de la présente infection. Mais d'autres cellules B qui proviennent de la même cellule B initiale vont devenir des lymphocytes B mémoire. Donc, ils vont produire les mêmes anticorps, mais elles vont rester en stand-by. Éventuellement, ces lymphocytes B mémoire-là, si la même bactérie me réinfecte dans 6 mois, dans 1 an, vont pouvoir se réactiver. Certaines d'entre elles, à ce moment-là, pourront devenir des plasmocytes. D'accord? Mais la sélection clonale, c'est quoi? C'est que seulement les lymphocytes B dont j'ai besoin vont s'activer et vont me donner des plasmocytes ou des cellules B mémoire. Ça serait le même principe pour les lymphocytes T, sauf que les lymphocytes T ne produisent pas d'anticorps, mais il va y avoir sélection clonale parce que les lymphocytes T ont aussi des récepteurs spécifiques pour chaque antigène. Donc, si ces cellules T-là, CD4, CD8, sont activées, certaines vont répondre tout de suite et d'autres vont devenir des cellules T mémoire. Donc, ça, c'est le phénomène de sélection clonale. Les autres, peut-être qu'elles vont être activées le lendemain, dans 1 semaine, peut-être jamais. Et si elles ne sont jamais activées, ben, elles vont tout simplement mourir. Donc, si vous regardez ici la petite animation, c'est ce qui se passe. Donc, on a prolifération du lymphocyte B qui a reconnu un antigène. Certaines deviennent des lymphocytes B mémoire et d'autres deviennent des plasmocytes. Pour ce qui est maintenant de la délétion clonale, délétion, delete, éliminer. Donc, dans ce cas-ci, on veut éliminer les cellules B ou T qui sont potentiellement autoréactives, donc qui pourraient reconnaître nos propres antigènes. Okay?
L'image à droite est très complexe. Là. On regarde ça plus simple. Okay? Imaginez que dans votre corps, vous avez des cellules qui auraient le potentiel de s'en prendre à vos propres organes. Vous ne voulez pas que ces cellules-là, par exemple, dans le cas des cellules T, quittent le thymus. Vous ne voulez pas qu'une cellule B autoréactive se retrouve en circulation et finisse par attaquer l'organe. Okay? Donc, on a des processus de contrôle et ce qui va arriver, c'est que si notre corps détecte qu'une cellule est autoréactive, eh bien, ce qui va arriver, c'est qu'on va l'éliminer avant qu'elle n'ait le temps de reconnaître sa cible et de se multiplier. On s'entend, notre système de contrôle n'est pas efficace à 100%. Certaines cellules vont échapper à ce système de contrôle-là et elles vont entraîner les maladies auto-immunes. Ça, c'est très malheureux, mais c'est des réalités, c'est des choses qui arrivent. Anecdote là-dessus, okay, qui va concerner les gars. Normalement, gars et filles, normalement, notre système immunitaire, on va l'entraîner puis on va lui montrer toutes les protéines qui font partie de notre corps. Okay? Donc, on va, dans le fond, éduquer notre système immunitaire pour lui dire, OK, ça, c'est une protéine de Patrick Fillion, tu ne touches pas à ça. Ça, c'est une autre protéine de Patrick Fillion, tu ne touches pas à ça. Ça, c'est une protéine de bactéries, ça t'attaque, attaque, comme un chien. OK, non, ne dites pas ça à vos chiens. Donc, on lui dit d'attaquer. Mais toutes nos protéines, ce qu'on appelle du soi, on doit entraîner notre système immunitaire à ne pas les reconnaître. Mais là, les garçons, OK, de notre naissance jusqu'à l'adolescence, il y a des cellules qui n'ont jamais été produites par notre corps. Donc, il y a des cellules qui, éventuellement, pourraient ne pas être reconnues comme étant partie du soi par notre système immunitaire. Okay? Et là, essayez de penser à qu'est-ce que vous n'avez jamais produit dans votre corps avant l'adolescence. 1, 2, 3 secondes. La réponse, c'est les spermatozoïdes. Spermatozoïdes, ça n'existait pas dans votre corps avant d'atteindre l'adolescence. Ce qui fait en sorte qu'il y a peut-être des cellules immunitaires présentes dans votre corps qui sont potentiellement autoréactives contre les spermatozoïdes. Donc, techniquement, pourraient attaquer ces cellules-là et les détruire et ultimement vous rendre stérile. Mais ce qui nous aide, c'est qu'on est bien fait en ce sens-là, c'est que les testicules sont ce qu'on appelle un site privilégié. Ça me fait toujours sourire quand je dis ça. Là. Donc, c'est un site privilégié au niveau immunitaire. Ce que ça veut dire, c'est que les cellules immunitaires, les anticorps, ne peuvent pas atteindre les cellules qui fabriquent les spermatozoïdes. De cette façon-là, il n'y a pas de contact, donc on ne peut pas les éliminer. C'est une bonne chose. Sinon, il y aurait bien du monde qui serait probablement stérile. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Supposons que vous êtes passé l'adolescence, vous êtes de jeunes adultes maintenant, puis, je sais pas moi, vous faites du vélo de montagne, puis là, imaginez la scène, donc vous prenez un beau jump, puis vous atterrissez mal, puis vous vous blessez sévèrement dans l'entrejambe. Donc, votre fourche sur la fourche du vélo, et vous avez une lésion au niveau des testicules. Il y a littéralement une coupure, une blessure qui arrive. Là, il y a du sang qui peut être en contact avec les cellules qui produisent les spermatozoïdes, et là, c'est pas le fun parce qu'il pourrait y avoir réponse immunitaire contre les testicules, et à ce moment-là, on pourrait devenir stérile. Donc, une blessure aux testicules pour les garçons, ça peut devenir très problématique parce qu'à la base, les testicules sont un site privilégié, le système immunitaire n'y a pas accès, mais malheureusement, suite à une blessure, ou un problème quelconque, infection, là, on pourrait devenir stérile. Autre région de votre corps, dans le fond, qui est privilégiée, là, c'est bon pour les filles et les gars, vos yeux. Votre cornée. La cornée, en fait, c'est un des seuls organes, ou presque, là, qui peut être greffé avec un minimum de risque de rejet. Rejet est possible. Je ne dis pas que c'est une chose sûre, là, que la greffe va être un succès, mais notre système immunitaire a moins accès à l'œil que, par exemple, ailleurs dans notre corps. Je veux dire, tu te fais greffer un rein, tu te fais greffer des poumons, il y a des chances d'avoir des rejets, à moins d'avoir une compatibilité là, vraiment excellente. Mais la cornée comme telle, il y a moins de chances de rejet parce que le système immunitaire n'y a pas accès. Donc, c'est privilégié. Mais bref, des lésions clonales, dans le fond, l'idée, c'est qu'on élimine les cellules potentiellement autoréactives. Mais tout ce que vous allez retenir, c'est les testicules sont des sites privilégiés. C'est des choses qui arrivent.
Mémoire immunitaire, OK? Regardez ce qui arrive ici. Donc, quantité d'anticorps que l'on a ici en Y, on est dans le temps en X. Premier contact avec l'antigène. Ça prend quelques jours et là, on a production d'IgM et production d'IgG. Donc, la quantité d'anticorps que l'on détecte est correcte, okay, est suffisante souvent pour éliminer le micro-organisme qui nous a envahis. Quand la réponse immunitaire est terminée, on calme le jeu et la quantité d'anticorps diminue. C'est normal, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Okay? D'ailleurs, avec les vaccins de COVID, il y a des gens qui se disent « Oh my God, il y a des gens qui sont infectés par la COVID de façon naturelle, d'autres qui reçoivent les vaccins, puis la quantité d'anticorps diminue avec le temps. » Oui, c'est pas normal qu'elle diminue, okay? Parce que ce qui va arriver, c'est que là, à partir de ce point-ci, dans le fond, on a des cellules mémoire. Okay? Donc, même s'il n'y a pas beaucoup d'anticorps détectables au niveau du sang, on a encore ces cellules mémoire-là. La preuve, lors d'un deuxième contact avec le même antigène, regardez la quantité d'IgG. La quantité d'IgG qui augmente plus rapidement et plus fort, c'est dû à quoi? C'est dû aux cellules mémoire. Pourquoi il y a une autre petite bosse d'IgM? C'est parce qu'on a stimulé des nouvelles cellules okay, qui n'avaient pas été stimulées lors du premier contact. Donc, on en stimule des nouvelles. Puis ça, gang, ça explique un petit peu pourquoi certains vaccins ont besoin de 2 doses. Première dose, on a une certaine protection, mais après 2 doses du vaccin, là, on est peut-être en business, on a plus d'anticorps. Donc, la mémoire immunologique, les cellules répondent plus vite et plus fort. Puis c'est ça qu'on veut avec la vaccination. Okay? La vaccination, dans le fond, simule le premier contact. Donc, si le deuxième contact, c'est le vrai pathogène, donc on va déjà avoir une certaine protection. Parfois, le deuxième contact va être une deuxième dose du vaccin, donc la dose de rappel, c'est parfait. Donc, si l'infection devient à ce moment-là le troisième contact, bien là, on aura encore plus d'anticorps, donc encore moins de symptômes. Cytokines, messager chimique du système immunitaire, okay, j'en parle maintenant, mais on en a parlé aussi dans la réponse innée. Donc, il y a des cytokines qui proviennent de la réponse innée, d'autres de la réponse acquise. Donc, ce sont des molécules, des messagers chimiques du système immunitaire qui permettent aux cellules de communiquer entre elles. Je veux juste que vous reteniez ça. Puis les interférons, contre quel type d'infection? On en a déjà parlé, c'est contre les virus. Peut-être une autre chose à rajouter, c'est qu'une même cytokine peut avoir des effets différents en fonction des cellules sur lesquelles elle agit. Okay? Mais ça, c'est moins important. Là. Faites juste retenir cytokine, messager chimique. Puis, dans certains cas, on peut s'en servir comme agent thérapeutique, là, entre autres les interférons. Présentation de l'antigène. Okay? Ça, qu'est-ce que c'est? Peut-être un petit peu plus complexe, je vais prendre mon temps. Donc, quand vous voyez CPA, c'est pour cellules présentatrices d'antigène. Donc, ces cellules-là, okay, ce sont des cellules qui ont la capacité de faire la phagocytose. Donc, ce sont des cellules qui peuvent manger quelque chose. Ces cellules-là peuvent présenter des antigènes, okay, et souvent, ce sera aux cellules T. Je vais vous montrer. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Non. Allons voir une autre diapo. Okay. Je commence ici. Okay. Les cellules présentatrices d'antigènes, vous pourriez remplacer CPA par phagocyte, là, ça ne me dérange pas. Donc, quand un phagocyte, donc un neutrophile, un macrophage, mange une bactérie, donc c'est une action volontaire, il la mange, il va présenter un bout de la bactérie, on le voit ici, donc un petit bout de bactérie, par une protéine qu'on appelle ici le CMH2. Okay? C'est le nom de la protéine, c'est comme ça. Ce CMH2-là va être reconnu par la cellule TCD4. Donc, quand on voit helper T-cell, c'est une cellule TCD4. Qu'est-ce qui va se produire dans ce cas-ci? C'est que la cellule TCD4 va réagir à cette reconnaissance-là et elle va sonner l'alarme. Donc, elle va activer la réponse immunitaire. Donc, ça, c'est ce qui se produit lorsqu'on a un phagocyte qui mange volontairement un micro-organisme, okay, ou une protéine étrangère, peu importe. Mais là, qu'est-ce qui se produit si une cellule maintenant est infectée? Donc, dans ce cas-ci, la cellule, elle est victime de l'infection. Donc, j'ai un virus qui est ici, le virus entre dans la cellule. La cellule va vouloir se défendre et va présenter cette fois-ci
l'antigène par son CMH1. Okay? Donc, on a l'antigène, on va dire viral dans ce cas-ci. L'antigène se retrouve ici et la protéine qui est là en vert, c'est le CMH1. CMH1 va être reconnu par la cellule T CD8. Et là, si vous vous rappelez, la cellule T CD8, elle, c'est quoi sa job? Bien, ça va être de tuer cette cellule-là. D'accord? Les protéines CMH1 sont retrouvées sur toutes les cellules de votre corps qui possèdent un noyau. Donc, dans le fond, sur toutes les cellules, sauf les globules rouges. Les globules rouges n'ont pas de noyau, n'expriment pas de protéines CMH1. Donc, toutes les cellules de votre corps, sauf les globules rouges, peuvent se défendre d'une infection. Okay? Dans le fond, c'est comme une cellule qui est infectée. Là, ce qu'elle veut, là, c'est comme secouer les bras. Là, on dit que les bras, c'est les protéines CMH1. Puis dire, hey, regardez, là, moi, je suis infecté, venez me voir. Okay? Je suis un danger potentiel pour le corps, donc venez me tuer littéralement. Donc, la cellule T CD8, c'est ce qu'elle va faire. Elle va reconnaître le CMH1 avec l'antigène viral dedans et elle va venir tuer la cellule. Tandis que les CMH2 sont seulement sur les phagocytes. Okay? Donc, CPA ou phagocytes. Là. Donc, il y a seulement ces cellules-là qui peuvent exprimer des CMH2. Donc, les CMH2 présents sur les phagocytes réagissent toujours avec les cellules T CD4, CD4 qui sonnent l'alarme. Cellule infectée par un virus va interagir avec une cellule T CD8. Cellule T CD8 va tuer la cellule cible. Maintenant, juste pour vous mêler, parce que j'aime ça, okay? Si un macrophage, okay? Suivez-moi bien, si un macrophage était infecté par un virus, par quelle protéine présenterait-il son antigène? Donc, est-ce qu'il présenterait l'antigène par son CMH1 ou son CMH2? La réponse, par son CMH1. Okay? Donc, si un macrophage est victime d'une infection, comme on l'a eu ici, c'est par un CMH1 qu'il présenterait l'antigène et la cellule T CD8 viendrait le reconnaître. Et dans ce cas-ci, le macrophage se ferait tuer. Parce que le macrophage comme tel, là, lors de la réaction initiale avec une cellule T CD4, la cellule T CD4 ne va pas tuer le macrophage. Le macrophage a fait sa job. Okay? Donc, il présente un antigène qui l'a mangé. C'est sa job. Mais si le macrophage était victime d'une infection, donc il y a un virus qui rentre dedans, bien là, il représente un danger pour le reste du corps, donc on doit l'éliminer. Mais normalement, un phagocyte mange quelque chose, le présente par le CMH2 à la cellule T CD4, CD4 sonne l'alarme. Si au contraire, une cellule est infectée par un virus, une bactérie, peu importe, c'est souvent des virus, là, on va présenter l'antigène par un CMH1. CMH1 va interagir avec la cellule T CD8. La cellule T CD8 tue la cellule cible. Donc, voilà. Okay, je sais que je termine en force là, parce que c'est un concept peut-être un petit peu plus complexe, les présentations d'antigènes par le CMH1 et 2. Mais prenez le temps de réviser ça. Faites-vous des schémas. Vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, c'est compliqué, j'en suis conscient, mais je l'ai vulgarisé beaucoup. Là. Quand on étudiait ça à l'université, on étudiait tout le processus moléculaire là, qui menait à l'expression du CMH2, etc. C'était quelque chose. Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose. C'est ça que je voulais dire tantôt. Les fameuses protéines CMH1 et CMH2, là, ce sont les protéines qui ont la plus grande diversité, on va dire, de forme d'une personne à l'autre. Donc, ces protéines-là, ce sont elles qui sont principalement responsables des rejets de greffe. Parce que quand on reçoit une greffe, dans le fond, faut qu'il y ait compatibilité. Il ne faut pas que le système immunitaire du receveur détecte l'organe comme étant étranger. Pourquoi le système immunitaire du patient détecte comme étranger? C'est parce que sur les cellules de notre corps, il y a toujours ces protéines-là qui sont exprimées, le 1 ou le 2, et le système immunitaire du receveur pourrait les reconnaître comme étant étrangères. Donc, pour éviter les rejets de greffe, c'est ça qu'on doit faire. On doit vérifier toute la collection de protéines CMH d'un donneur et d'un receveur, puis voir s'il y a compatibilité. Si la compatibilité est bonne, on fait la greffe, puis les chances de rejet sont plus faibles. Mais s'il y a une petite distinction, ça peut être assez pour que le rejet se fasse. Donc, souvent, pour éviter ça, on va donner des immunosuppresseurs aux patients là, pour limiter les problèmes. Mais ça, je vais y revenir aussi
dans une vidéo un petit peu plus tard sur les dysfonctionnements du système immunitaire avec les rejets de greffe. On va y revenir. Bref, du vocabulaire à acquérir, donc assurez-vous de bien comprendre les différents termes qui sont là. Faites vos devoirs, gang. Okay? Ça a l'air nono comme ça, mais faites vos lectures. Okay? Dans le fauché, je ne vous l'ai pas fait acheter pour rien, ce volume-là. Il faut lire. Il faut répondre aux questions. Pratiquez-vous à répondre aux questions. C'est pas une évaluation, mais c'est une façon formative de vérifier l'état de vos connaissances. Puis, je vous ai mis quelques vidéos aussi là, que vous pouvez aller voir qui sont intéressantes. Les vidéos ici sont beaucoup plus techniques, donc c'est à votre discrétion. Là. Ils vont beaucoup plus loin dans l'explication de la présentation des antigènes par le CMH1 et CMH2. Et pour terminer, il y a une application médicale, dans le fond, entre la physiopathologie de ce qui se passe dans votre corps et l'infection au paludisme. Puis je vous invite à aller voir parce que ça fait un beau lien entre les notions que vous avez vues précédemment dans la session, donc les notions microbiologiques et les notions immunologiques que l'on voit maintenant. C'est tout pour la capsule aujourd'hui. Ça en était une assez longue. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Contactez-moi, envoyez-moi un courriel ou peu importe, un MIO. Je vais répondre le plus rapidement possible. Bonne journée.